À l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont suivi Mohamed Boucha, ministre délégué au budget, point par point sur la masse budgétaire qui s'élève à 1804 milliards 40 millions 700 379 francs CFA relatif au budget de loi de finances 2014. Le Niger célèbre demain 13 octobre 2013 la journée internationale de la prévention des catastrophes, les personnes en situation de handicap à l'honneur. Haske Maganindougou, un feuilleton radiophonique produit par l'ORTN et l'UNICEF pour sensibiliser à la préservation du droit de la jeune fille. Le lancement a eu lieu hier soir au Centre culturel franco-nigérien Jarouche de Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition plénière ce matin à l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont écouté le ministre délégué au budget qui a présenté les motifs du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2014. Mohamed Boucha a décliné point par point la masse budgétaire 2014 qui s'élève à 1804 milliards 40 millions 700 379 francs CFA. Mamoud Idrissa Mega à côté de Ouagalas. C'est un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1804 milliards 40 millions 760 379 francs CFA que le ministre délégué au budget a présenté devant l'Assemblée nationale. Ce projet de loi de finances 2014 vise à accroître la visibilité, l'efficacité et l'efficience des actions du gouvernement en ciblant les domaines prioritaires du programme de renaissance du Niger et de la déclaration de politique générale du gouvernement. Ceci conformément au programme économique et financier internationaux et sous-régionaux. Le ministre a présenté le contexte économique mondial et continental avant de retracer l'évolution économique et financière nationale de 2011 à 2013, période pendant laquelle l'économie du Niger a enregistré une croissance exceptionnelle de 10,8%, notamment en 2012, pour être revue à la baisse en 2013 à environ 5,9%. Là, le ministre a expliqué aux députés nationaux les raisons de cette situation. L'année 2013 ayant été caractérisée par un contexte sécuritaire particulier, des perturbations ont intervenu dans la production uranifère. Des perturbations ont intervenu également sur les réseaux électriques au niveau des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, ainsi que les effets induits sur les activités de transport et de prestation de services. Cependant, au cours de l'année 2014, plusieurs mesures seront prises pour exécuter efficacement le budget, a souligné le ministre. Au cours de l'année 2014, le gouvernement poursuivra une politique budgétaire rigoureuse, caractérisée par la consolidation des acquis, la mise en œuvre de certaines mesures rationnelles de gestion des finances publiques, tant en recettes qu'en dépenses. En matière de recettes, le budget 2014 repose sur la mise en place de certaines mesures administratives au niveau des services douaniers et des mesures fiscales nouvelles au niveau de la Direction générale des impôts. En matière de dépenses, les efforts qui seront entrepris par le gouvernement viseront essentiellement à assurer la qualité et l'efficacité de la dépense publique pour une meilleure allocation des ressources entre les secteurs, à rationaliser et à moderniser les mécanismes de contrôle des dépenses, en particulier les marchés publics, et à améliorer la procédure d'exécution des dépenses publiques à travers l'élaboration par toutes les administrations dépensières des plans de passation des marchés publics endossés à des plans d'engagement de dépenses, à poursuivre l'automatisation du circuit de la dépense et son déploiement vers les ministères sectoriels, à mettre en œuvre les recommandations issues du comité de réflexion sur la faible consommation des crédits d'investissement, à renforcer la lutte contre la corruption et toutes les infractions assimilées, à poursuivre l'apurement des arriérés de l'État, notamment vis-à-vis des institutions financières dans le cadre de l'opération globale d'apurement de la dette intérieure, à créer des emplois pour le recrutement des secteurs sociaux et dans les secteurs porteurs de croissance, à observer l'application rigoureuse des procédures budgétaires et de la réglementation en matière d'exécution des dépenses, à redynamiser le contrôle des services faits et l'effectivité des livraisons des biens et services. Le ministre a poursuivi en déclinant la masse budgétaire 2014, notamment les ressources internes, recettes fiscales, non fiscales exceptionnelles et celles extérieures, les dépenses entre autres, les dettes publiques, les dépenses de personnel, de fonctionnement, les subventions et transferts, les investissements sur fonds propres et sur fonds extérieurs, ainsi que les comptes spéciaux du Trésor.
Bref, le ministre a décliné point par point la masse budgétaire et les motifs qui justifient ce présent projet de loi de finances au titre de l'année 2014. Restons à l'Assemblée nationale où les députés ont examiné et adopté hier en séance de plénière la loi portant deuxième rectification de la loi de finances pour l'année budgétaire 2013. Et notez que cette loi a été adoptée avec 86 voix pour, 19 contre, 0 abstention. Les détails avec Amsatou Mahamadou et Issoufou Nomo. 86 voix pour, 19 contre, 0 abstention. À travers ce vote, les députés viennent ainsi d'adopter le projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2012-04 du 20 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2013. Cet exercice, le deuxième du genre, a été l'occasion pour les députés, après présentation du rapport par la Commission des finances et du budget, de soulever d'importantes inquiétudes. À cet effet, des réponses claires ont été données par le ministre délégué au budget. La question sur la cession d'actifs d'Agadem. Est-ce c'est une opportunité, est-ce c'est légal, etc. Donc, la cession d'actifs, en fait, c'est la CNPC qui a vendu 20% de son capital à OPIC, une société, je pense, chinoise, Chine-Taïwan, sur lesquels le Niger a perçu les droits fiscaux qui sont assis sur cette opération. D'abord, l'impôt sur les bénéfices qui est de 59,2 milliards et les droits d'enregistrement de 10 milliards. Donc ça, c'est une opération naturelle que n'importe quelle société, par exemple, pour essayer d'accroître ses mécanismes de production ou d'élargir ses performances, peut décider en tout temps, en tout lieu, de vendre une partie de son capital. La question sur la masse salariale, pourquoi le dépassement de 34 milliards? Il a demandé également des éclaircissements sur l'aide budgétaire Areva. Donc l'aide budgétaire d'Areva, nous l'avons complètement suspendue parce que tout simplement toute ressource dont la probabilité n'est pas acquise pour les derniers trimestres de l'année 2013, nous, pour question de prudence, nous la mettons à côté. Maintenant, il y a beaucoup de débats par rapport à l'appui budgétaire à Areva. Ce qui est certain que toutes les ressources publiques doivent aller par principe dans la même caisse et doivent par principe faire une programmation au niveau de la loi des finances, d'où qu'elle vienne, sans pour autant affecter une recette à une dépense. Ça, c'est quand même des principes standards de la gestion des finances publiques. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a exprimé toute sa satisfaction à travers l'adoption de ce projet de loi. Dès le départ, je n'ai pas douté un seul instant que ce vote pouvait être autrement, parce que le budget, c'est une affaire nationale. Donc, Excellence, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute ma satisfaction. Ça fait aujourd'hui une semaine que j'ai commencé à côtoyer les honorables députés dans cet hémicycle, mais je suis profondément émerveillé, agréablement surpris par la convivialité et la confraternité qui prévaut de cette salle. Vraiment, c'est un capital que nous devons à tout prix préserver. Et je souhaite que cela continue pour le bien-être du peuple nigérien. Excellence, Monsieur le Président, encore une fois, merci. Il a par la suite salué la confraternité et la convivialité qui a régné tout au long des travaux. Attitude qui aujourd'hui reste un capital à préserver à tout prix. Au niveau de l'Assemblée nationale, cérémonie de présentation donc au niveau de cette institution de l'œuvre 100 femmes du Niger éditée par l'UNFPA Niger, et cette rencontre était placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.
Et après l'ouverture officielle des activités marquant la célébration de la journée internationale de la jeune fille présidée par la première dame, Dr Malika Issoufou, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant a procédé au lancement du livre 100 femmes du Niger, un livre qui rend hommage à ces femmes nigériennes. Sakinatou Abdou, Issoufou Suleiman et Sani Issoufou. Cette cérémonie consacrée au lancement du livre 100 femmes du Niger s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeune fille dont le thème retenu cette année est innové en faveur de l'éducation des jeunes. Le livre 100 femmes du Niger reflète l'impressionnante image de la femme nigérienne. Cette femme battante, courageuse et engagée. Ce livre permettra de connaître plus la valeur de la femme nigérienne, de lui rendre hommage à travers notamment le soutien de l'UNFPA. Je suis honoré d'être aujourd'hui parmi ces 100 femmes qui dédient chaque jour leur force, leur énergie, leur intelligence et fournissent des efforts démesurés au développement du Niger. Nous les célébrons ici, une manière de leur dire merci. Elles sont radieuses, ces 100 femmes du Niger. Chères 100 femmes du Niger, le Fonds des Nations Unies pour la population vous remercie d'avoir accepté de figurer dans ce livre qui célèbre votre force, votre beauté et votre pouvoir. Nous vous célébrons aujourd'hui. Bravo. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, en procédant au lancement de ce joyau, a félicité ces 100 femmes reconnues pour leur engagement à représenter le Niger aussi bien au niveau national qu'international. Une œuvre qui servira de référence et qui prouve la participation active et le leadership des femmes au développement durable du Niger. Et le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore demain 13 octobre 2013 la journée internationale de la prévention des catastrophes. Le thème retenu cette année est les personnes en situation de handicap face aux catastrophes. À cette occasion, le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre Dr Ali Abdelkader, après avoir rappelé les conséquences des catastrophes naturelles dans le monde et au Niger en particulier, a précisé que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement nigérien pour prévenir ces catastrophes tout en protégeant les personnes en situation de handicap. Un extrait de son message. L'objectif de la journée est de mettre en évidence la marginalisation des personnes handicapées et la façon dont les catastrophes aggravent leur sort. En effet, les personnes en situation de handicap sont déjà parmi les individus les plus marginalisés de la société, mais leur sort est encore plus aggravé en cas de catastrophe. Au-delà de la commémoration de cette journée, il s'agit de se focaliser tout particulièrement sur les personnes en situation de handicap face aux catastrophes. Mesdames et messieurs, la population mondiale est aujourd'hui estimée à 7 milliards d'habitants, parmi lesquels les personnes en situation de handicap représentent 15%, soit 1 milliard de personnes. Les objectifs du millénaire pour le développement ne peuvent donc être atteints sans la prise en compte des personnes en situation de handicap et autres catégories socialement marginalisées. De toute évidence, nous devons comprendre que les catastrophes naturelles continueront de nous affecter régulièrement. Il serait illusoire d'espérer qu'à l'avenir, nous serons épargnés par les sécheresses, les inondations et les invasions acridiennes. C'est la raison pour laquelle la réduction des risques de catastrophes reste tout d'abord incontournable. Il s'agit pour nous de mettre l'accent sur leur prévention. Mesdames et messieurs, après une catastrophe, nous devons surtout nous demander ce que nous pouvons faire pour éviter que cela ne se reproduise. Quelles sont les mesures nécessaires afin de fournir à l'avenir aux personnes touchées une aide plus rapide et plus efficace et de mieux les protéger contre les forces naturelles. Face à la recrudescence de la sécheresse avec des épisodes d'insécurité alimentaire, le gouvernement du Niger cherche à se doter de moyens efficaces et appropriés pour répondre aux situations d'urgence et de catastrophes. C'est pourquoi il a été mis en place
en 1989 un système d'alerte précoce et de gestion des catastrophes qui a évolué en dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires qui lui-même sera élargi une décennie plus tard à toutes les catastrophes. Une plateforme nationale sur la réduction des risques de catastrophes verra également le jour avec pour mission la promotion d'une culture du risque tout en s'assurant que des mesures compatibles avec l'écologie, socialement justes et économiquement efficaces soient prises. Nous devons donc continuer à accorder une plus grande attention à la réduction des risques de catastrophes, car, comme nous le savons tous, la fréquence des catastrophes a augmenté de manière significative depuis plusieurs années. Nos populations seront fréquemment affectées par des aléas car leur capacité à réduire les risques de catastrophes reste insuffisante. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de la prévention des catastrophes célébrée ce 13 octobre 2013, le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger qui intervient dans ce phénomène a livré un message de mobilisation en faveur des personnes handicapées. Suivons un extrait de l'intervention de Fodjo Ndiaye. Les personnes handicapées représentent dans le monde entier la ressource la plus inexploitée pour les activités de planification en cas de catastrophe, a déclaré Firoz Ali Alizada, afghan, amputé des 2 jambes lors d'une enquête menée par l'ONU qui a permis de recueillir un grand nombre d'anecdotes témoignant de l'ingéniosité et du dynamisme des personnes handicapées lors de la gestion des risques de catastrophe. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'un handicap. La commémoration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes offre cette année l'occasion de saluer leur rôle crucial pour inspirer la volonté de résister face à l'adversité. Malheureusement, la plupart des personnes handicapées n'ont jamais pris part à la gestion des catastrophes, ni à la planification et à la prise des décisions dans ce domaine. Pourtant, les catastrophes font un nombre anormalement élevé de morts et de blessés parmi les personnes handicapées. Bien souvent, les systèmes d'alerte rapide, les campagnes de sensibilisation et autres interventions ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées, leur faisant courir un risque inutilement élevé et donnant une fâcheuse impression d'inégalité. Nous pouvons remédier à cet état de choses en associant les personnes handicapées aux initiatives visant à faire face aux catastrophes et à la planification des politiques. Lors de la réunion de haut niveau sur la question du handicap et du développement, tenue récemment, l'Assemblée générale a déclaré qu'il fallait d'urgence prendre des mesures sur cette question, laquelle est également évoquée dans la Convention sur les droits des personnes handicapées. L'inclusion sauve des vies. Elle donne aussi aux personnes handicapées les moyens de se charger elles-mêmes de leur propre sécurité et de celle de leur communauté. Nous voyons d'ores et déjà la contribution que peuvent apporter les nombreuses personnes souffrant de handicap, visibles et invisibles, dans le monde entier, qui, à titre bénévole ou autre, aident les populations à faire face aux catastrophes et à rebondir. En cette journée internationale de la prévention des catastrophes, prenons la résolution de faire tout pour que les personnes handicapées puissent jouir de la plus grande sécurité et des plus grandes chances de contribuer au bien-être général de la société. Édifions un monde ouvert à tous, où les personnes handicapées peuvent, grâce à leur ingéniosité,
jouer encore plus activement le rôle d'agent du changement. Rencontre de prise de contact hier entre le ministre de la Jeunesse et du Sport, Abdelkarim Damalam, et l'ensemble des fédérations sportives. Une rencontre qui vise à doter le sport nigérien d'un nouvel élan de développement. Mahamadou Djingarey et Mohamed Soumana. De prime abord, le ministre en charge des sports a expliqué le contexte dans lequel l'État intervient en matière de sport. Une intervention qui se fait de façon cohérente dans le temps et dans l'espace. La jeunesse, constituant 60% de la population, reste un maillon stratégique pour la pratique sportive. Abdelkarim Damalam a rappelé que le sport est un puissant moyen de mobilisation des jeunes et contribue au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Le sport développe la fraternité entre les jeunes nigériens et ceux des autres pays. C'est convaincu des bienfaits du sport que des conséquences heureuses qu'il engendre, notamment le changement de comportement individuel et collectif, que l'État entend faire du sport un véritable moyen de mobilisation, de cohésion sociale, d'affirmation de l'identité nationale et de la lutte contre la pauvreté conformément aux directives de son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Le Niger doit s'inscrire sur les palmarès à venir, être une nation qui gagne, remporter des victoires pour son peuple, comme le disait son Excellence M. Brigitte Raffini dans sa déclaration de politique générale. La problématique du développement du sport ne saurait être uniquement la tâche du ministère en charge des sports. C'est pourquoi le ministre a dit que les autres départements ministériels, les communes, les opérateurs économiques, les sociétés et associations professionnelles, les journalistes, etc. doivent participer aux réflexions, débats et orientations qui seront bientôt organisées. S'agissant du mouvement sportif fédéral, celui-ci est théoriquement bien structuré à travers une architecture pyramidale constituée de clubs, districts, ligues, fédérations et comités olympiques et sportifs, mais il présente en réalité un paysage très contrasté. Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait cas du comité olympique sportif nigérien, le COSNI, qui a pour rôle d'impulser la pratique sportive à travers tous les registres susceptibles de contribuer à son développement. Pour l'heure, a indiqué Abdelkarim Damalam, l'impact de l'action du sport reste limité en raison d'un manque de cohésion au sein du mouvement sportif et de l'absence de moyens pour peser sur les fédérations nationales afin qu'elles œuvrent de façon rationnelle à leur développement harmonieux. Cette présente rencontre a été initiée afin d'asseoir l'intervention du ministère sur une approche partagée et une vision consensuelle, posture indispensable pour relancer durablement le développement du sport au Niger. Restons dans le cadre des visites de prise de contact, donc initiées cette fois-ci dans les services relevant de son ministère. Le ministre Ousmane Abdou, ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, s'est rendu ce matin à Niamey à l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles APIC et au Centre national de cinématographie du Niger, CNCN, pour s'imprégner de leurs conditions de travail et de leur fonctionnement. Djari Isaka, Mahmoud Adamou. Cette visite s'est déroulée en 2 phases pour chacune. La première phase consistait à visiter les locaux de ces 2 structures et le personnel. La première fut une séance au cours de laquelle les responsables ont eu l'occasion de présenter leurs services, d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés et enfin de faire part au ministre leurs perspectives. De manière générale, les contraintes selon leurs responsables se résument pour APEC à l'insuffisance des ressources financières, à la réticence des banques à financer les projets culturels, à la réticence des entrepreneurs à prendre la licence et la carte professionnelle, au manque de fonds de garantie nationale de promotion des entreprises culturelles, à la méconnaissance de la population des enjeux économiques de la culture. Pour le Centre national de la cinématographie du Niger, le manque de compétitivité du cinéma nigérien, le manque de ressources humaines qualifiées, en termes de perspectives, les 2 services s'engagent à créer un cadre de partenariat avec d'autres partenaires nationaux et internationaux, à la création de l'espace entrepreneur, au renforcement des capacités du personnel, à la mise en ligne d'un site web
de foires des entrepreneurs, des projets d'acquisition de nouveaux sièges sont en cours. À tout cela, le ministre a répondu favorable aux différentes requêtes et leur a témoigné sa satisfaction et disposition à mettre tout en œuvre pour la bonne marche de leurs services. Il a profité de cette occasion pour dire que la culture et le cinéma doivent être inscrits comme des facteurs qui participent au développement socio-économique du Niger. Et le Royaume de l'Espagne qui commémore ce samedi 12 octobre sa fête nationale. À cette occasion, c'est une réception que l'ambassadrice de ce pays accréditée au Niger, Madame Soledad Fuentes, a offert hier soir au Grand Hôtel. Plusieurs personnalités civiles et militaires ont fait le déplacement. Gérald Abdelaziz, Issaka Issa. Parmi les personnalités présentes à cette réception offerte au Grand Hôtel par Soledad Fuentes, l'ambassadeur d'Espagne à l'occasion de la fête nationale de son pays, figure des présidents des institutions républicaines, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité au Niger. Deux événements majeurs de la nation espagnole sont commémorés à travers la fête nationale d'Espagne tous les 12 octobre. Vous savez que pour nous, la fête nationale, c'est le jour que Colomb est arrivé en Amérique. Donc c'est pour nous l'initiation, le début de notre relation avec le continent américain. Pour nous, c'est très important. Aussi, ça se joint aussi à une autre fête religieuse, que c'est Notre-Dame del Pilar, qui aussi tombe dans le 12 octobre. Donc en Espagne, on fête les deux choses. Mais c'est une fête nationale depuis déjà des années. Et pour nous, c'est important parce que ce n'est pas une fête qui commémore une bataille. Non, c'est vraiment l'arrivée à un autre continent et la découverte d'un autre monde. L'Espagne et le Niger entretiennent de très bons rapports de coopération et d'amitié. Nous avons un très bon partenariat maintenant, nos relations politiques sont de très haut niveau, nous avons développé vraiment des liens très très forts. Notre coopération s'est développée bien depuis quelques années. Nous sommes en train maintenant de travailler pour la deuxième commission mixte de coopération que nous pensons que nous serons capables de signer ou bien à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. L'Espagne a conclu Soledad Fuentes souhaite poursuivre ses relations d'amitié et de coopération à un rythme soutenu pour le bien-être des deux peuples frères. À l'intérieur du pays, dans la région de Maradi, une mission tripartite FAO, PAM, gouvernement, conduite par le conseil technique du gouverneur de Maradi, a visité le village de Serkinhassi dans la commune rurale de Chadokori, un village d'intervention du projet PPA dénommé Projet Achats locaux par les Africains et pour les Africains. Objectif de la mission, permettre aux membres de la coordination du projet venu du Brésil de se rendre compte des conditions de mise en œuvre au niveau opérationnel. Moussa Jariri, Sanoussi Garba. Il faut tout d'abord souligner que le projet pilote achats locaux par les Africains et pour les Africains PAA est un projet régional qui intervient notamment au Niger, au Sénégal, au Malawi, en Éthiopie et au Mozambique, avec comme objectif fondamental d'appuyer les producteurs locaux en semences améliorées de mil et de niébé et en engrais et pesticides, afin de leur permettre de bien produire et de dégager des excédents achetés par la suite par le PAM à des prix avantageux pour les producteurs dans le cadre de ces achats de produits alimentaires destinés aux cantines scolaires. À l'occasion de cette visite, le village de Serkinhassi et ses environs a réservé un accueil de grand jour à ses hôtes. À travers la fédération SAA, 24 organisations paysannes, OP, féminines et 22 autres masculines de ce village sont appuyées par le PAA à travers les associations Hadinkan Mata et Temokon Keidekei. Un entretien à bâton rompu avec les membres des OP a permis à la mission de s'informer sur les techniques culturelles utilisées, les superficies emblavées, les semences et les pesticides utilisés, de même que la quantité de production du niébé et du mil attendue.
Il ressort de cet entretien qu'il est attendu un excédent de 20 tonnes de niébé et 20 autres tonnes de mil du côté des OP féminines. Tandis que du côté des OP masculines, l'on s'attend à dégager un excédent de 100 tonnes. Les différentes OP ont aussi fait part aux membres de la mission des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ces difficultés ont pour nom le retard dans l'acquisition des intrants, l'insuffisance de matériel de culture tels que les semoirs, la charrue et la charrette et le manque de magasins de stockage. La mission a pris bonne note et a promis d'examiner toutes ces doléances afin de leur apporter des réponses appropriées. Occasion pour le conseiller technique du gouverneur d'évoquer la souveraineté des organisations paysannes qui, selon Ado Bala, doivent disposer du minimum nécessaire pour mener à bien leurs activités. Pour Ado Bala, l'achat des excédents céréaliers à des prix avantageux aux producteurs proposés par le PAM est en soi un motif de satisfaction pour les autorités de la 7e République qui mettent en avant l'intérêt bien compris de nos laborieuses populations. Peu après cette rencontre, la mission s'est transportée sur le terrain où elle a touché du doigt les réalités. Les membres de la mission se sont dit émerveillés par ce qu'ils ont vu. A noter qu'auparavant, la mission a été reçue par le gouverneur de la région à qui elle a expliqué les motifs de son déplacement. Amadou Babalé l'a informé des énormes potentialités agricoles que recèle la région de Maradi. Potentialités exploitées par des producteurs motivés et structurés à travers des organisations paysannes. Restons dans la région de Maradi, placée sous le thème Innover en faveur de filles. La journée internationale de la jeune fille a été célébrée ce matin dans un village du département de Madaroufa, bénéficiaire des actions du programme de protection à base communautaire. Ramatou Salou, Imran Idrissa. Instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2011, cette journée offre l'excellente occasion de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Au Niger, la jeune fille subit de nombreuses violations de ses droits, surtout si elle est issue d'un milieu pauvre et vit dans des régions reculées. Les questions les plus aiguës restent l'accès à l'éducation, le mariage et les grossesses précoces, l'accès à l'information sur la santé sexuelle et de la reproduction. La fréquentation de l'école est un facteur décisif pour qu'elle retarde l'âge du mariage et de la maternité précoce. C'est pourquoi le gouvernement de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, a fait de la scolarisation de la jeune fille une priorité. Cela s'illustre à travers l'augmentation significative du budget national alloué à l'éducation de la déclaration du président Issoufou de sa prise de pouvoir à instituer l'obligation de la fréquentation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est sans nul doute pour cette raison que des avancées significatives ont été enregistrées dans la région de Maradi en matière de la scolarisation de la jeune fille. Donc parmi les actions menées, il y a l'appui aux filles de collège. C'est des filles qui ont été installées au sein des familles d'accueil où l'UNICEF, à travers Aide et Action, apporte 12 000 francs par trimestre de bourse aux filles et 45 000 francs par trimestre par tuteur. Il y a les campagnes de sensibilisation que nous avons menées à faveur de la scolarisation des filles. Il y a la création de foyers d'accueil pour abriter des filles qui viennent au collège. Il y a un programme de tutorat qui a été mis en place pour améliorer les performances scolaires des filles. Précocement enceinte, non scolarisée, la jeune fille peine le plus souvent à nourrir, soigner et éduquer ses enfants. C'est pourquoi plusieurs actions ont été menées en vue d'amener les mères à comprendre l'importance de la scolarisation de la jeune fille, et cela, certaines l'ont compris. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région a mentionné combien il est important d'adopter de nouvelles perspectives créatives afin d'accompagner le gouvernement dans sa noble mission de faire progresser l'éducation des filles. Moussa Ibrahim a par la suite remercié au nom des autorités de la 7e République nos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer dans le cadre d'améliorer
les conditions de vie des populations. Sur le plan politique, le Modène FA Lumana a organisé cet après-midi une grande manifestation au palais de congrès de Niamey. Un meeting qui a rassemblé une foule immense et à l'issue de ce grand rassemblement, ils ont rendu public une déclaration dans laquelle ils réaffirment leur engagement à soutenir le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dans son combat pour l'unité nationale. Les temps forts de cette rencontre avec James Didier et Moumouni Kadou. C'est un palais de congrès bondé de militants et sympathisants qui sont mobilisés pour adhérer et soutenir les membres du bureau exécutif élargi aujourd'hui du Modène FA Lumana qui ont accepté de participer à la formation du gouvernement national voulu par le président de la République, Mahamadou Issoufou. Après la fatiha, la cérémonie a été marquée par l'hymne du parti et plusieurs animations très riches en couleurs. Ainsi, plusieurs communications ont marqué également cette cérémonie, dont celle du secrétaire général du parti Modène FA Lumana, Ladan Tchana, qui a appelé les militants à se mobiliser pour soutenir les actions du président de la République dans l'intérêt de toute la nation. Mes chers amis, merci. Merci du fond du cœur. Vous venez là de démontrer que le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine tient à notre gouvernement d'union nationale. Dans son intervention, le vice-président du parti Modène FA Lumana, Habib Mahamadou Salissou, a réaffirmé leur engagement à soutenir le combat du président de la République pour l'unité nationale. Suite au retrait précipité et injustifié du Modène FA Lumana Africa de la mouvance pour la résistance du Niger, consécutif à la formation du gouvernement de l'âge d'ouverture, le 13 août 2013, la recomposition du paysage politique domine l'actualité. Pourtant, c'est le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs, président du Modène Lumana Africa, qui a proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à l'occasion de la clôture de la session budgétaire 2012. Cette idée a d'ailleurs été soutenue par le bureau politique national conformément au texte de notre parti qui dispose que, dans son préambule, la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité, la pleine mobilisation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale. Ainsi, nous, membres du bureau politique national élargi aux élus du parti, réunis ce jour samedi 12 octobre 2013, faisons la déclaration suivante. 1. Réaffirmons notre appartenance au Modène FA Lumana Africa. 2. Regrettons la décision hâtive du bureau politique national du Modène FA Lumana Africa de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. 3. Fustigeons le favoritisme ambiant qui prévaut au sein du parti. 4. Dénonçons et condamnons l'intimidation des militants et des conditions antidémocratiques d'adhésion du Modène FA Lumana Africa à l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation ARDR. 5. Déplorons l'assimilation de tout ministère à une coquille vide et affirmons que cela ne saurait être un motif de rupture d'alliance. 6. Saluons le sens élevé de responsabilité des députés du groupe parlementaire Modène FA Lumana Africa pour leur vote en faveur du collectif budgétaire 2013 et les encourageons à poursuivre dans ce sens au nom de l'intérêt national. 7. Félicitons et soutenons le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement de large ouverture totalement conforme aux besoins d'unité de notre pays et ses impératifs de sécurité et de cohésion nationale. 8. Demandons au gouvernement de prendre les dispositions idoines pour venir en aide aux populations nécessiteuses. 9. Remercions les militants et sympathisants, en particulier ceux de Niamey, pour leur grande mobilisation ayant permis le succès de cette grande manifestation. 10. Lançons un appel aux militants et sympathisants de notre grand parti, le Modène FA Lumana Africa, pour qu'ils restent mobilisés pour soutenir davantage
notre noble action. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple, amin. Vive le modèle Effalouman Africa. Vive la démocratie. Vive le Niger, mesdames et messieurs, je vous remercie. Sur ce matin à Tawa, des travaux de mise en place du bureau régional de la section de la coordination nationale des usagers du bassin du Niger. C'était des représentants des organisations non gouvernementales et associations de développement. Hawa Mamadou, Yazirabiou. Deux allocutions ont marqué cette cérémonie. Celle du chargé de communication à la coordination nationale des usagers et usagères du bassin du Niger, Sénou Bila Abdoulaye Ouedraogo, qui a, au nom du comité directeur national, souhaité la chaleureuse bienvenue. Quant au directeur régional adjoint de l'hydraulique, Harouna Matou, en prenant la parole à cette occasion, dira que la présence des ONG et associations de développement intervenant dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat et de l'environnement témoigne de leur engagement à s'impliquer dans la dynamique de la préservation de notre écosystème et aussi à œuvrer pour défendre la cause des usagers et usagères du bassin du Niger. Au terme de son intervention, il a rassuré les participants du soutien et de l'accompagnement de la direction régionale de l'hydraulique dans cette heure. À la fin, un bureau de 11 personnes a été mis en place. Au poste de président, le candidat Aboubakar Abdel Nasser a été élu par consensus. Au poste de premier vice-président, une seule candidature a été enregistrée, à savoir celle de M. Bouzo Oumarou de l'ONG ADL. Ce dernier a été élu par acclamation. Ibrahim Chama de l'ONG CFDID a été élu deuxième vice-président par consensus. Au poste de secrétaire chargé du JAR, une seule candidature a été enregistrée, à savoir celle de Mme Abash Madenia de l'ONG Lutte contre les violences faites aux femmes, qui a été élu par acclamation. La troisième promotion au niveau de la région d'Agadez du centre privé de santé publique d'Arlit a prêté serment. En début de semaine, c'était au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte du centre en présence des autorités administratives du département d'Arlit. Hachim Mohamed. C'est dans une ambiance festive animée par le célèbre orchestre Guest Band en présence d'un public venu nombreux que la troisième promotion du CPSP d'Arlit, baptisée à l'âge de Salifou Agera, que les 18 candidats admis à l'examen national de certification organisé par le ministère de la Santé publique ont solennellement prêté serment. Occasion pour le fondateur du CPSP, Alhaji Akomi Mohamed, de revenir sur l'historique du CPSP et saluer la qualité de l'encadrement et remercier par la même occasion les partenaires du CPSP et tous ceux qui ont contribué à l'atteinte des résultats objets de la présente cérémonie. Alhaji Mohamed Akomi. Le CPSP a été créé en 2005 sous tutelle de deux ministères, le ministère de la Santé publique et le ministère des enseignements secondaires. Il comptait 48 élèves à l'ouverture. Aujourd'hui, l'école compte 76, dont 65 filles et 11 garçons, pour les sections agents de santé de base, vendeurs en pharmacie, agents de santé communautaire. Les CPSP vocation non seulement la formation des jeunes dans le domaine de la santé, mais aussi la contribution dans le développement économique et social. En perspective, le CPSP entend améliorer les conditions de vie et d'études de ses élèves en élargissant ses programmes d'enseignement pour répondre aux exigences du millénaire dont l'évolution accélérée des nouvelles technologies a resté ces dernières années. Et seule la compétence des hommes fait la différence sur le terrain et dans la vie courante. Je ne terminerai pas mes propos sans adresser nos remerciements à l'endroit des communes de la région d'Agadez pour l'inscription des élèves sur les fonds de redevances minières. Ambassade des États-Unis pour un appui d'une grande bibliothèque à Agadez, Hertamat, Union européenne, UNIT. Le taux de 83% de réussite Arlit et 100% Agadez du CPSP ont été rendus possibles grâce à l'appui inestimable de la Somaïr et des collectivités territoriales décentralisées de Danatougou, Garam et Dirkou. Alhaji Salifou Agera, parrain de cette promotion. Je tiens à remercier très sincèrement le fondateur du centre CPSP pour me faire l'honneur effectivement de porter l'honneur de ma bonne personne à la promotion 2013. Je suis encore d'autant plus heureux aujourd'hui de constater que les deux premiers lauréats sont effectivement des élèves boursiers effectivement des sociétés minières.
Les parents d'élèves ne cachent pas leur satisfaction devant la qualité de l'encadrement et réaffirment leur détermination de soutenir les efforts du CPSP et son fondateur. Donc nous prenons la parole aujourd'hui pour féliciter monsieur le fondateur du CPSP qui nous a permis aujourd'hui à partir d'Arlit d'inscrire nos enfants et de leur permettre d'embrasser donc la carrière de la santé. À noter avant de terminer, pour exprimer son soutien aux élèves les plus méritants du CPSP, le fondateur de cet établissement a décidé d'octroyer gratuitement 4 bourses d'études supérieures aux premiers des disciplines enseignées. Mohamed Akomeli a par la même occasion décerné plusieurs témoignages de satisfaction aux acteurs qui ont soutenu le CPSP dans sa mission d'intérêt public. Restons dans la région d'Agadez avec cette cérémonie de remise de diplôme également aux élèves en fin de cycle à l'école des mines de l'Aïr et Maïr, une activité qui s'est déroulée en présence des autorités régionales et responsables du 10 centres de formation. Les détails. La remise des attestations de fin de formation par alternance à 4 stagiaires pour un chef de quartier de Cominac à l'Emaïr est le fruit du partenariat gagnant-gagnant que développe depuis 2010 la compagnie minière d'Akuta et l'école des mines de l'Aïr, selon le directeur général de l'Emaïr, Rabiou Abdou, dans son allocution de bienvenue. Cette démarche d'amélioration continue axée sur la formation professionnelle est un atout majeur pour la compagnie minière d'Akuta, a laissé entendre le responsable des travaux miniers de Cominac, invité pour la circonstance. Aussi, devait préciser M. Saadou Kaka, ce programme de formation constitue une réponse à l'exigence d'un niveau élevé de compétences dans ces métiers soumis aux évolutions technologiques et aux défis environnementaux. La Cominac conduit une politique de formation dynamique et structurée, adaptée à ce contexte. Cette politique est gouvernée par un certain nombre de principes, dont le développement du niveau de compétences du personnel, l'anticipation et la réponse aux besoins de la Cominac en termes de métiers pour accroître et maintenir sa compétitivité. C'est pourquoi Cominac s'est engagé à faire évoluer les compétences individuelles et collectives de ses salariés dans le respect des axes de développement prévus par la société. La formation par alternance, objet de cette cérémonie, s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Cette formation de longue durée, la deuxième du genre, a fait l'objet d'une convention de formation entre la Cominac et l'école des mines de l'Aïr et Mali, avec qui nous entretenons, aussi bien qu'avec d'autres établissements étatiques ou privés, un partenariat gagnant-gagnant. Quant aux stagiaires, ils sont heureux d'avoir reçu une formation à la hauteur de leurs attentes, témoignage du doyen de la promotion 2013. De janvier 2013 à cette date, nous avons suivi, comme l'a dit M. le directeur général, une formation par alternance. Nous avons suivi des cours théorie au niveau du centre de formation. Nous avons fait des séances d'observation et de pratique sur le site, c'est-à-dire à la Cominac. Ce que nous avons appris ici à l'école nous est venu droit du cœur. C'est pour cela que nous sommes obligés de dire merci. Merci à Cominac qui a bien voulu nous envoyer ici. Merci à l'Emaïr qui nous a donné aujourd'hui un bagage qui va nous permettre d'affronter notre nouvelle tâche. En remettant la première attestation de réussite aux plus méritants, le secrétaire général de la région d'Agadez a rappelé à cette occasion que la formation professionnelle joue un rôle primordial dans le développement d'un pays. Et c'est pourquoi, dira Boré Mazoul Kanene Mega, Son Excellence le Président de la République, M. Issoufou Mahamadou, et le gouvernement lui accordent une importance toute particulière et mettent tout en œuvre pour son développement et sa valorisation. Le secrétaire général de la région d'Agadez a salué dans le même esprit le partenariat entre les Maïr et la Cominac qui existe depuis 2010. Occasion pour Zulkarnaini Bourema Amega d'encourager d'autres entreprises de la région de s'inspirer de cette expérience pour la formation de leur personnel, sans oublier bien entendu le recrutement des jeunes diplômés. A noter qu'après les différentes interventions, l'on a procédé à la remise des attestations
aux 4 stagiaires par les invités dont on remarquait la présence du préfet de Bilma et le maire de la commune urbaine d'Agadez. Le jury, composé outre d'un cadre de Maïr et de professionnels des mines, a été présenté à l'assistance. Le président de ce jury a félicité les récipiendaires qui ont donné la preuve de leur réussite à travers la cohérence des délibérations. Restons dans le même cadre, mais à Niamey cette fois-ci, remise de diplôme de fin d'études hier après-midi aux élèves et étudiants de l'Institut privé de santé publique IPSP. Au cours de l'année académique 2012-2013, l'école a enregistré un taux de réussite de 82%. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie. Mamoud Idrissa Mega, Hadiza Hamidine. Ils étaient nombreux, élèves, parents d'élèves et invités de marque qui ont pris part à cette cérémonie de remise officielle de diplôme aux récipiendaires de l'Institut privé de santé publique IPSP de Niamey. Agents de santé de base, infirmiers diplômés d'État, sages-femmes diplômés d'État et techniciens de laboratoire, toutes sections confondues, l'école a enregistré cette année des résultats satisfaisants. Un taux de réussite de 82%, a déclaré le directeur général de l'établissement, Abdoulaye Sanda Maïga. Depuis l'institution de l'examen en santé de l'État il y a de cela 3 ans, l'IPSP de Niamey a toujours eu des résultats très satisfaisants. Au premier examen de la session 2011, l'IPSP de Niamey a été classé premier parmi les écoles privées de Niamey. Pour la session 2012, je vais dire le deuxième examen d'État, l'IPSP de Niamey a encore été classé premier parmi les écoles privées de Niamey. Pour la session 2013, l'IPSP de Niamey a enregistré les résultats suivants. ASB, agent de santé de base, le taux de réussite est de 60,72%. Pour les infirmiers diplômés d'État, le taux de réussite est de 63,63%. Pour les sages-femmes diplômées d'État, le taux de réussite est sans appel 100%. Pour les techniciens de laboratoire, nous avons le même résultat, 100% de réussite. Soit un total général pour l'IPSP de Niamey de 82% de réussite. Le directeur général de l'IPSP a félicité les élèves et étudiants pour l'effort battu, les parents d'élèves pour la confiance et les autorités pour le soutien. Ensuite intervient la prestation des serments par les récipiendaires qui s'engagent à faire leur travail convenablement et dans le plus grand respect de l'éthique et de la déontologie. Eh bien, ce serment nous demande d'être juste, d'être honnête et toujours travailler en fonction du Dieu que nous servons. Et donc, nous pouvons que nous appliquer dans la meilleure façon, dans l'application exacte de tout ce que nous avons réussi, surtout la déontologie et l'éthique dans le travail. C'est tout ce que nous pouvons faire et essayer de faire un travail correct, un travail bien fait. Je présente mes meilleurs remerciements à mon établissement qui m'a donné une formation de meilleure qualité. Ensuite, à mes parents qui ont pris l'engagement de m'investir les 3 ans. Mon établissement aussi qui m'a donné une bourse d'études d'1 an. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Notez que le directeur général de l'IPSP a attribué environ 140 bourses d'1 an aux élèves et étudiants qui se sont fait distinguer à Niamey ainsi qu'à l'intérieur du pays. Restons toujours dans le domaine de la formation à l'Institut privé de santé et de l'action sociale IPSAS Boyi. C'est une cérémonie de remise de diplômes et de prix aux meilleurs étudiants et élèves en fin de formation qui a été organisée ce matin. Les récipiendaires ont également prêté serment à cette occasion. Gérard Abdelaziz, Hamidou Abdoulaye. Féliciter les élèves et les étudiants qui se sont le plus illustrés lors des examens de fin de formation de 3 ans et encourager les autres à persévérer dans leurs études. Tel est le but visé par l'Institut privé de santé et de l'action sociale IPSAS Boyi à travers cette cérémonie. C'est ainsi que les 3 premiers de 5 filières, à savoir vendeuses en pharmacie, agents de santé de base ASB, sages-femmes, laborantins et infirmiers diplômés d'État IDE, après avoir reçu leur diplôme et leur prix, ont pris l'engagement de bien se comporter comme l'exige leur noble tâche sur le serment de Florence, la mère de la science infirmière. Je le jure. Et par la voix de leur représentante, les récipiendaires ont présenté leur reconnaissance et gratitude à tous ceux qui les ont soutenus et formés, parents, encadreurs et administration de l'IPSAS Boyi. Auparavant, le responsable de l'école leur a prodigué de sages conseils, mais avant, il s'est appesanti sur les bons résultats que l'IPSAS Boyi a enregistrés. L'IPSAS Boyi a 6 ans d'âge, au cours desquels elle a contribué
valablement et efficacement au développement socio-sanitaire du pays à travers des résultats éloquents fournis à l'issue des différents examens de certification. C'est ainsi pour l'année académique 2012-2013, nous avons enregistré un taux de réussite global de 77% et des taux de réussite suivants selon les filières. ASB, 65,62%, soit 42 sur 64 candidats. IDE, 37,5%, 3 candidats admis sur 8. Sage-femme, 100%, 4 candidates admises sur 4. Technicien supérieur de laboratoire, 100%, 4 candidats admis sur 4. Vendeur en pharmacie, 90%, soit 18 sur 20. Donc 18 candidats admis sur les 20. Ces résultats sont les fruits d'une franche collaboration avec nos différents partenaires. Je nomme ici les enseignants, les parents d'élèves, mais bien sûr les concernés, les étudiants. De sa création en 2007 à nos jours, l'IPSAS Boyi, situé en face de l'ancien immeuble de l'SKE, a mis 548 agents bien formés à la disposition du marché de l'emploi. La rigueur et la qualité de l'enseignement font de l'IPSAS Boyi un établissement de référence en matière de formation en santé au Niger. Quant à l'Institut L'Élite du Niger, IEN, établissement d'enseignement supérieur, il vient de tenir une conférence débat sur l'humanitaire. C'était à l'École nationale de l'administration et de la magistrature, ENAM. L'humanitaire, thème enseigné comme discipline à l'élite, a été animé par l'expert Mahamadou Al-Farimega. C'est Noussoumela Ibrahim Issoufounomo. Cette conférence débat pour entretenir un public à la fois spécialiste, apprenant et profane sur la problématique de l'humanitaire et l'initiative de l'Institut L'Élite du Niger qui l'enseigne comme discipline. Mais l'objectif essentiel, c'est d'abord de donner le maximum d'informations à nos apprenants et au public nigérien sur les opportunités d'emploi qui existent dans l'humanitaire et de convaincre et rassurer ceux qui se sont déjà inscrits qu'ils ne se sont pas engagés dans un cul-de-sac, qu'ils sont engagés sur un boulevard à partir duquel beaucoup d'opportunités sont offertes. Pour ce faire, l'élite a fait appel à l'expertise d'un national docteur en la matière. Le groupe Élite m'a donné cette opportunité de pouvoir expliquer les enjeux de l'humanitaire aujourd'hui de par le monde et en particulier au niveau du Niger et surtout en lien avec l'emploi. Avec la finalité de toute formation, c'est de pouvoir avoir des débouchés. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'humanitaire est un très gros employeur. Et au niveau international, nous avons énormément d'écoles qui forment les différents spécialistes pour pouvoir travailler dans l'humanitaire. Et je crois que c'est une grosse opportunité au niveau du Niger que l'Institut Élite, qui s'est engagé dans cette voie-là, de pouvoir former les jeunes cadres nigériens pour pouvoir assurer toutes les activités humanitaires au niveau du Niger, parce que vous savez que les organisations humanitaires sont en grand nombre dans ce pays. En fait, c'est quoi l'humanitaire alors? Ça se complexifie. Les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. De plus en plus, on demande beaucoup d'accountability, de redevabilité de la part des organisations d'action humanitaire. Il y a beaucoup de normes et ils doivent se mettre à niveau et ils doivent s'adapter et apporter les réponses. Et il est clair que, vu de l'extérieur, les gens restent sur leur faim, mais vu de l'intérieur, le problème il est très complexe. Et il reste clair que l'humanitaire ne vient qu'en additif par rapport au rôle régalien de l'État. C'est à l'État de pouvoir apporter le bien-être à sa population. C'est faute de cela que l'humanitaire existe. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue cela aussi. Ce cadre inédit a été également occasion aussi bien pour les professionnels que pour les apprenants qui d'apporter des éléments d'information et qui de poser des questions aux conférenciers qui a vraisemblablement convaincu son public.
Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a organisé une conférence débat aussi sur une étude d'enquête et de dissémination sur 2 thématiques qui portent sur la perception de l'utilisation des ressources minières et la perception de la corruption au Niger. L'étude a lui été confiée par l'Afrobaromètre, un réseau des chercheurs africains présents dans 35 pays du continent. James Didier, Hamanisseni. Associé pour la première fois aux enquêtes de l'Afrobaromètre, réseau de chercheurs scientifiques qui regroupe 35 pays africains, le Niger, par le biais de l'équipe de recherche du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales du développement local, l'ASDEL, a mené cette étude de l'enquête qui porte sur 2 thématiques relatives à la perception des citoyens nigériens sur l'utilisation des ressources minières et la perception de la corruption au Niger. L'objet donc de cette conférence débat initiée par le LASDEL et l'Afrobaromètre. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on soit ouvert sur le quantitatif et nous avons accepté de porter ce projet. Donc l'intérêt ici c'est de permettre à l'assistance de voir ce qui a été collecté du point de vue quantitatif parce que c'est sur l'ensemble du Niger. C'est des données qui doivent être, des résultats qui doivent être généralisables et on verra bien comment la corruption est perçue dans notre pays. Et je pense que chacun de vous a quelque chose à dire par rapport à la corruption parce qu'il est porteur d'une structure qui œuvre dans le cadre de la lutte contre la corruption ou qui a un intérêt particulier sur cette thématique-là. Afrobaromètre est une série d'enquêtes d'opinion faites sur les populations africaines, donc dans 35 pays africains. L'idée est de connaître l'opinion des populations africaines sur la gouvernance, la santé, l'accès aux services publics, les conditions socio-économiques, l'égalité genre et plusieurs autres termes. L'objet, c'est de donner une voix aux citoyens dans la prise de décision dans leur pays. Plusieurs communications des acteurs de cette enquête ont marqué cette conférence débat de la méthodologie au résultat de l'enquête présentée par le professeur Alou Tijani qui a mis un accent particulier sur les 2 thèmes de cette conférence débat. On remarque que la grande majorité des Nigériens, à travers l'enquête qu'on a réalisée, la grande majorité, jusqu'à 79%, sont favorables au partage des fonds générés par les ressources minières entre les différentes régions du Niger. Un partage équitable entre les régions du Niger, 79%. Bon, maintenant, par rapport à la corruption, la deuxième thématique, bon, ce qui est remarquable, d'abord, dans la perception, on remarque que la grande majorité des gens soit disent que n'ont jamais en fait pratiqué la corruption ou n'ont jamais fait l'expérience. C'est ça en fait, c'est les 2. Ainsi, l'étude de cette enquête qui a porté sur la perception de l'utilisation des ressources tirées de l'exploitation minière et la perception de la corruption au Niger a suscité beaucoup de réactions et des interventions des participants qui ont manifesté leur intérêt sur ces 2 thèmes d'actualité. De la culture dans ce journal avec le lancement hier au Centre culturel franco-nigérien Jarouche du Niamey du feuilleton radiophonique Haske Maganinduhu, une production de l'UNICEF en partenariat avec la Voix du Sahel de l'ORTN, le genre musical d'Andeline Soyeya, choisi pour la sensibilisation de la sauvegarde du droit de la jeune fille, a recueilli l'adhésion du public à la transmission de ce message. Suivons ce reportage de Moussa Hamani Bana. Le Dandelin Soyeya, c'est ce genre musical de prédilection des populations nigériennes qui a servi de support à la transmission du message de sensibilisation pour la sauvegarde des droits de la jeune fille. Un support mieux indiqué pour le lancement de ce feuilleton radiophonique Haske Maganinduhu, une production réalisée par l'UNICEF en partenariat avec la Voix du Sahel ORTN. Et le public qui a fait le déplacement du CCFN a été émerveillé par la voix chavirante de la jeune cantatrice nigérienne Fatih Niger qui a rendu hommage à la femme.
Il en est de même de ces jeunes artistes de talent de tenir en haleine le public jusqu'à la fin de la soirée. Le lancement de ce feuilleton Haske Maganindougou a été une réussite au regard de la qualité des prestations et au-delà de la transmission du message. Un message sauvegardant les droits de la jeune fille. Ce même spectacle sera rejoué ce samedi soir, cette fois-ci au CCOG de Niamey. Un spectacle à ne pas rater. Et c'est avec ce reportage sur le feuilleton Haske Maganindougou réalisé par Moussa Manibana que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité.